La prison à vie a été requise contre Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, jugé depuis mi-février pour terrorisme à Kigali dans un procès qualifié de politique par la défense. Le président Muhammadu Buhari et son nouveau chef d'état-major des armées ont rendu visite à la police dans le nord-est du pays où les autorités mènent une opération contre les groupes djihadistes. Des habitants de Pretoria se font vacciner contre Covid-19. Le pays compte près de 1,8 million de cas recensés, dont 13 246 ces dernières 24 heures. Ce sera les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. La prison à vie a été requise contre Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, jugé depuis mi-février pour terrorisme à Kigali, dans un procès qualifié de politique aussi bien par la défense que sa famille, et bien de ceux opposant au président Paul Kagame. Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par ce film hollywoodien sorti en 2004 qui raconte comment l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, un Hutu modéré, a sauvé plus de 1000 personnes au cours du génocide de 1994 qui a fait 800 000 morts, principalement des Tutsis. Féroce critique du régime du président Paul Kagame, il est aujourd'hui visé par 9 chefs d'accusation, dont celui de terrorisme pour son soutien présumé au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené ces dernières années des attaques meurtrières au Rwanda. Il est jugé avec 20 autres co-accusés. Aujourd'hui, âgé de 67 ans, Rusesabagina a participé à la fondation en 2017 du mouvement rwandais pour le changement démocratique dont le FLN est considéré comme le bras armé. Mais il a toujours nié son implication dans des attaques menées en 2018 et 2019 qui ont fait 9 morts. Les 4 mois de procès ont vu des témoignages contradictoires sur les responsabilités de Rusesabagina. Paul Rusesabagina et ses avocats n'assistent plus aux audiences depuis le mois de mars, jugeant que ses droits à la défense ont été bafoués et qu'il est victime de mauvais traitements. Ce procès a suscité de nombreuses réactions internationales. Les États-Unis, qui ont décerné à Paul Rusesabagina la médaille présidentielle de la liberté en 2005, ont demandé un procès équitable et le Parlement européen a réclamé sa libération. Le président nigérien Muhammadu Buhari et son nouveau chef d'état-major des armées ont rendu visite à la police, aux forces spéciales et aux troupes armées dans le nord-est du pays, où les autorités mènent depuis peu une opération contre le groupe islamiste radical Boko Haram, une sortie express mais hautement symbolique alors que la situation sécuritaire se dégrade davantage dans ce pays. Reportage. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'est rendu dans la grande ville de Maiduguri ce jeudi, au nord-est du Nigeria, 1 an et demi après sa dernière visite, en février 2020. Cette visite n'a duré que quelques heures. Muhammadu Buhari était venu appréhender la situation sécuritaire et donner le coup d'envoi de projets de développement, notamment la construction de 10 000 habitations pour les déplacés internes qui s'amassent dans la capitale de Borno. Sur place, le chef de l'État a admis que beaucoup de travail reste à faire pour établir la paix dans le nord-est en proie à l'insurrection djihadiste. Les agences de défense et de sécurité doivent être rassurées de l'engagement sans faille du gouvernement fédéral à gagner la bataille contre la terreur et la criminalité. Je suis particulièrement heureux de constater l'amélioration de la compréhension et de la coopération entre les militaires ainsi que la coopération entre les agences dans la lutte contre les terroristes et autres éléments criminels dans le nord-est. En mettant en commun les ressources collectives et les avantages comparatifs des forces armées et des autres agences de sécurité, nous espérons que l'ennemi ressentira la férocité de notre puissance de feu et le poids de nos résultats.
Ces derniers jours, Muhammadu Buhari s'est montré exceptionnellement proactif dans sa communication. La semaine dernière, le président a effectué une visite à Lagos et a pris 3 fois la parole dans les médias, ce qui est peu habituel. Jeudi dernier, l'ancien président Olusegun Obasanjo a notamment réuni à Abuja une flopée de dignitaires et personnalités politiques nigérianes qui ont exprimé leurs inquiétudes unanimes sur la situation économique et sécuritaire dans le pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à Kenneth Kaunda, premier président de la République de Zambie, pour son rôle dans la lutte pour la libération du continent africain après l'annonce de son décès jeudi. Son leadership était une source d'inspiration et de résilience énorme, a déclaré Ramaphosa dans une déclaration vidéo. On le suit. Le décès du président Kenneth Kaunda nous a attristés en tant que Sud-Africains. Nous nous inclinons en signe de deuil devant la disparition d'un père de l'indépendance et de l'unité africaine, aimé et vénéré à juste titre. Nous sommes également unis dans notre tristesse avec le peuple de notre région, l'Afrique australe, ainsi que notre continent, pour qui le leadership de Kenneth Kaunda a été une source d'inspiration et de résilience énorme. Le président Kenneth Kaunda était un champion, pionnier d'une Afrique décolonisée, unie et prospère. Il a représenté son pays et notre continent avec distinction sur les plateformes mondiales. En tant que nation sud-africaine, nous ne pouvons jamais rembourser la dette de gratitude que nous avons envers Kenneth Kaunda. Nous n'oublierons jamais non plus que c'est grâce à l'attention et à la solidarité de ce leader extraordinaire que nous avons gagné notre liberté et notre démocratie. On reste en Afrique du Sud où à Pretoria, les citoyens se font vacciner contre Covid-19 alors que l'Afrique du Sud lutte contre une 3e vague d'infection. Le pays est officiellement le plus touché du continent, a déclaré 1,8 million de cas, dont 13 246 ces dernières 24 heures. L'Afrique du Sud a enregistré mercredi plus de 13 000 nouveaux cas de Covid-19, soit le nombre de nouvelles infections le plus élevé en 24 heures ces 5 derniers mois selon les statistiques officielles. Ces chiffres inquiétants représentent le plus grand nombre de cas quotidiens et le plus haut taux de positivité enregistré depuis janvier 2021, a déclaré l'Institut national des maladies transmissibles dans un communiqué. Pays officiellement le plus touché du continent africain, l'Afrique du Sud compte près de 1,8 million de cas recensés, dont 13 246 ces dernières 24 heures et plus de 58 000 décès. Le président Cyril Ramaphosa a étendu mardi le couvre-feu nocturne et limité la vente d'alcool pour tenter de contenir une 3e vague de la pandémie. Au cours des 2 dernières semaines, les contaminations ont doublé tandis que les admissions à l'hôpital ont augmenté de près de 60%. En retard par rapport au reste du monde, l'Afrique du Sud n'a vacciné qu'un peu plus d'1% de sa population. Le président Félix Tshisekedi a défendu jeudi l'état de siège et encourage les habitants de Béni à collaborer avec les forces de sécurité pour venir à bout d'un groupe armé qui a tué des centaines de civils dans ce territoire de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi est en visite depuis samedi dans la province du Nord Kivu, qu'il a placée comme l'Ituri voisine, en état de siège pour donner à l'armée les moyens de lutter contre les groupes rebelles en remplaçant les autorités civiles. Cette militarisation de la région, c'est un mal pour un bien. Il avait indiqué dimanche à Goma que cet état de siège, en vigueur depuis le 6 mai, n'était pas limité dans le temps. Il a donc invité la population à ne point douter de l'armée ni de la police et à ne pas s'en méfier. Frontalier de l'Ouganda, le territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu, vit sous la menace des forces démocratiques alliées ADF.
Ce groupe armé d'origine ougandaise est accusé d'avoir massacré près de 1200 civils rien que depuis novembre 2019. Ce n'est pas une guerre classique, l'ennemi est sournois, a commenté le président au sujet des ADF qui vivent repliés dans la jungle et la forêt, lançant des attaques nocturnes contre des villageois et des paysans démunis. Outre les ADF, quelques 120 groupes armés de tailles diverses ont été répertoriés dans l'est de la RDC d'après le baromètre sécuritaire du Kivu, KST. Tshisekedi a répété qu'il souhaitait la démobilisation des miliciens congolais enrôlés dans ces groupes armés, souvent faute d'autres sources de revenus. Nous disposons de montants de 50 millions de dollars de la Banque mondiale pour mettre en place cette politique, a indiqué le chef de l'État. En Iran, on vote pour la présidentielle et à cet effet, le président sortant Hassan Rouhani a appelé les Iraniens à voter lors d'une déclaration à la presse. Il a fait cette déclaration après avoir lui-même accompli son devoir civique depuis le ministère de l'Intérieur à Téhéran, la capitale. Les Iraniens choisissent ce vendredi sans grand enthousiasme un nouveau président lors d'une élection qui devrait consacrer la victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Face à des appels au boycott relayés sur les réseaux sociaux, le président sortant Hassan Rouhani a appelé les 59,3 millions d'Iraniens en âge de voter à accomplir leur devoir civique le plus tôt possible. Les problèmes et les questions qui préoccupent la population, survenus probablement lors des étapes qui précèdent l'élection, de l'enregistrement des candidatures jusqu'à aujourd'hui, ne devraient pas être prises en compte. Les élections sont importantes quoi qu'il arrive. Et malgré ces problèmes, nous devons aller aux urnes et voter. J'aurais aimé que nous n'ayons pas de problème et que nous puissions témoigner qu'il y a eu plus de personnes présentes aujourd'hui dans les bureaux de vote. Après 3 semaines d'une campagne électorale terne, sur fond de ras-le-bol général à cause de la grave crise économique, les autorités ont décidé d'allonger la période d'ouverture des bureaux de vote jusqu'à minuit, 19h30 GMT, avec une extension possible jusqu'à 2h du matin samedi. Il s'agit officiellement de permettre au plus grand nombre de se rendre aux urnes, alors que le pays est durement frappé par la pandémie de Covid-19. À en croire les rares sondages disponibles, l'abstention pourrait atteindre un niveau inédit et dépasser le record de 57% enregistré aux législatives de 2020. Les résultats définitifs du scrutin sont attendus samedi à la mi-journée. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite du programme sur Sika. À très bientôt.